Ça fait bientôt 1 an que je suis active sur YouTube, entre autres aussi pour te sensibiliser sur ta santé et ton bien-être. Et récemment, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore abordé un sujet qui est urgent, qui est important et qui est même indispensable, je dirais. Salut, je te souhaite la bienvenue par ici. Moi, je m'appelle Santiche, je suis étudiante en médecine en Allemagne et mon but est de te sensibiliser pour ton bien-être et ta santé. Alors aujourd'hui, on va parler de ces bouillons cubes qui sont utilisés régulièrement pour assaisonner ou bien, je dirais même pour empoisonner nos différents plats. Et crois-moi, je n'exagère pas du tout quand je parle de poison. Pas du tout, je mesure vraiment mes mots. Donc, tu comprends vraiment que cette situation est alarmante. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait du bouillon cube un poison? Qu'est-ce qui rend le bouillon cube si dangereux, comme je viens de te le dire? Déjà, il faut savoir que ces bouillons cubes contiennent une quantité de sel très élevée. Un bouillon cube de 10 grammes contient pratiquement 5 grammes de sel. Et rends-toi compte que l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de 5 grammes de sel par jour. 5 grammes de sel correspond à une cuillère à café rase de sel, donc vraiment une petite cuillère de sel. Ceci signifie en quelques mots qu'un seul et unique bouillon cube t'apporte quasiment la dose maximale de sel recommandée par jour. Est-ce que tu comprends bien? Je parle là d'un seul cube. Un cube contient 5 grammes de sel et l'OMS recommande une dose maximale de 5 grammes par jour. Et n'oublie pas aussi qu'il y a d'autres sources de sel dont je n'ai même pas encore parlé. Déjà le matin, pour déjeuner, tu vas prendre du pain, il contient du sel. Comme apéritif, tu vas peut-être prendre du fromage, il contient aussi du sel. Pour grignoter, tu vas peut-être faire recours à des chips. Eux aussi, ils sont riches en sel, et etc. Et aussi, quand certaines femmes et hommes cuisinent, ils n'utilisent pas juste ces bouillons cubes pour assaisonner leurs plats, mais certaines personnes font encore recours au sel. Ça, c'est déjà un double traumatisme. Et à table, certaines personnes ont l'habitude de mettre l'arôme magie ou bien une arôme d'une quelconque marque dans le plat afin de relever encore le goût. Ça, c'est un triple traumatisme. Donc, vraiment, excès de sel sur sel, excès de sel sur sel. Là, nous sommes sur un excès de sel terrible. Je dis bien terrible. Maintenant, encore est-ce que consommer beaucoup de sel est nocif à la santé? Il faut déjà noter que le sel en soi est une substance indispensable au bon fonctionnement du corps, mais comme dans toute chose, l'excès nuit. Et quand je parle d'excès, je parle aussi déjà d'un apport supérieur à 5 grammes de sel par jour, selon les recommandations de l'OMS. Environ 95% du sel présent dans le corps se trouve dans le milieu extracellulaire. Ça veut tout simplement dire que la majorité de sel se trouve dans différents milieux liquides de l'organisme, comme par exemple le sang. La particularité du sel, c'est que c'est une substance qui retient assez bien de l'eau. Quand tu hausses ta consommation de sel, sa concentration augmente aussi dans le sang. Et étant donné que le sel est une substance qui retient bien de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau va sortir des cellules de ton corps et suivre le sel qui se trouve dans le sang. Et quand la quantité d'eau augmente dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la pression présente dans les vaisseaux sanguins augmente. Et quand la pression augmente, à partir d'un certain niveau, on va parler d'hypertension artérielle. Donc, une consommation excessive en sel entraîne une hypertension artérielle. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, en quelques mots, est une principale cause des maladies cardiovasculaires, disons de certaines maladies cardiovasculaires. Cardiovasculaire veut dire maladie du cœur et maladie des vaisseaux sanguins. C'est une cause principale de l'insuffisance rénale chronique et l'hypertension artérielle représente aussi un facteur de risque important aux AVC, c'est-à-dire
aux accidents vasculaires cérébraux. Donc en gros, nous Africains et Afro-descendants ne sommes vraiment pas épargnés de ce problème mondial qu'est l'hypertension artérielle, et j'irais même jusqu'à dire que l'hypertension artérielle aujourd'hui chez les personnes noires est vraiment un problème de santé publique. Rends-toi compte qu'on trouve plus de cas d'hypertension artérielle chez les patients noirs comparé aux patients blancs, et aussi le pourcentage de complications dues à l'hypertension artérielle est plus élevé chez les patients noirs que chez les patients blancs. Et là, tu te poses suivant la question, mais pourquoi est-ce que nous, Africains et Afro-descendants, sommes plus touchés par l'hypertension artérielle? Déjà, il faut savoir que nous, Africains et Afro-descendants, sommes plus sensibles à développer l'hypertension artérielle. Nous avons un phénotype sensible au sel. Ça veut tout simplement dire que génétiquement parlant, nous sommes plus sensibles, nous réagissons d'une manière plus sensible au sel que les personnes blanches ou bien les personnes européennes. Donc, quand tu consommes du cube, l'impact que ça a sur ton corps n'est pas le même que ça a sur ton ami français, américain ou bien chinois. Il y a vraiment une différence. Les personnes noires sont plus sensibles au sel et de là alors plus sensibles à développer une hypertension artérielle. Et aussi, savais-tu que les cubes Magie vendus en Afrique contenaient plus de sel que ceux vendus en Europe et dans d'autres parties du monde? Étais-tu au courant de cette information-là? Moi, j'étais un peu choquée quand je l'ai appris. Mais à vrai dire, après quelques minutes de réflexion, je me suis dit, c'est quelque part le principe du marché. C'est un peu comme les boissons soda. En Amérique, par exemple, le Coca-Cola et d'autres boissons soda sont plus riches en sucre que les boissons soda dans d'autres parties du monde. Donc, quelque part, celui qui produit ces différents produits s'adapte tout simplement au marché local. En Amérique, la personne qui produit ces soft drinks s'est tout simplement rendu compte que la population aime les choses sucrées, et du coup, ils ont augmenté la quantité de sucre dans ces boissons soda. Et en Afrique, les producteurs de cubes ont constaté que les Africains et Afro-descendants aiment bien manger salé, et ils ont tout simplement haussé la quantité de sel présent dans ces différents cubes pour les Africains. Mis à part l'excès de sel présent dans ces divers cubes qui sont utilisés pour la cuisine, on y trouve aussi une substance appelée le glutamate de sodium. Qu'est-ce que c'est exactement le glutamate? Le glutamate est une substance importante pour le bon fonctionnement des cellules du cerveau. Le corps humain est capable de produire du glutamate, et le glutamate n'est pas considéré comme une substance essentielle dont un apport par l'alimentation n'est pas du tout important. Le corps humain produit la quantité dont il a besoin très facilement. En cuisine, le glutamate est utilisé comme exhausteur de goût, et cette substance est aussi présente dans les divers cubes qui sont fabriqués de nos jours, par exemple le cube Magie. La particularité du glutamate, c'est qu'il apporte un goût assez spécial au repas. Si tu as déjà mangé un plat fait avec du cube Magie, tu sais bel et bien de quoi je suis en train de parler. Ou bien si tu consommes régulièrement des plats chinois, tu sais vraiment de quoi je suis en train de parler, car le glutamate est beaucoup utilisé dans la cuisine chinoise. Et en science, on appelle ce goût-là goût umami. Si tu prends un sachet de cubes, il est peu probable que dans la liste d'ingrédients, tu trouves le mot glutamate. Pas du tout. Le glutamate est souvent écrit dans la liste des ingrédients sous le nom E620, E621, E622, 23, 24, 25, etc. Donc, c'est ainsi que tu pourras détecter si dans ton cube il y a du glutamate. Mais presque tous les cubes que j'ai vus jusqu'ici contiennent bien évidemment du glutamate. Maintenant, pourquoi est-ce que le glutamate en soi est problématique? Cette substance est en fait soupçonnée de favoriser la dégénérescence du cerveau, c'est-à-dire d'augmenter le risque de souffrir de certaines maladies du cerveau, comme par exemple l'Alzheimer ou bien le morbus Parkinson, la maladie de Parkinson. Donc, il se peut que l'apport extérieur de cette substance au corps, surtout en excès, soit nocif pour les cellules de notre cerveau. Malheureusement, jusqu'ici, aucun organisme de sécurité alimentaire n'a encore émis un avis clair
clair et définitif sur la dangerosité du glutamate, mais on espère naturellement que ceci suivra d'ici peu ou bien d'ici quelques années. Ce qui est aussi connu sur les substances qui contiennent du glutamate, comme par exemple les cubes bouillons, est le fait que la consommation du glutamate active certaines régions du cerveau qui font en sorte que le consommateur s'attache aux produits qui contiennent du glutamate. Donc le consommateur réclame toujours plus. Il veut un peu plus de cette substance-là. Il devient en quelque sorte consciemment ou bien même inconsciemment dépendant du produit qui contient du glutamate. C'est ainsi alors qu'on se retrouve à ne plus juste mettre 2 cubes dans sa marmite quand on fait la cuisine, mais à plutôt passer à 3 cubes 3 mois plus tard, 4 cubes 2 mois plus tard, 5 cubes 4 mois plus tard, 6 cubes et etc. Donc on réclame toujours un peu plus de cette substance-là. On aimerait un peu plus ressentir ce goût umami que le cube apporte à la nourriture. Certaines personnes d'entre vous diront sûrement maintenant que j'exagère, que je raconte peut-être des bêtises, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ces personnes auront aussi sûrement comme argument je consomme du cube depuis 10 ans et rien n'est arrivé. Tu racontes des bêtises, ça ne peut pas être vrai. Ce que je peux dire comme réponse, c'est que c'est bien possible qu'aujourd'hui tu ne voies pas des conséquences, mais d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu verras des conséquences. Que ce soit des problèmes de rein, du cœur, du cerveau, des AVC dus à une hypertension artérielle ou bien même chez les hommes, les problèmes d'érection. Ah oui, tu as bien écouté, des problèmes d'érection aussi. Et comment es-tu même sûr que actuellement là tu ne souffres pas d'une hypertension artérielle? Car crois-moi, dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle évolue sans symptômes. Je dis bien sans symptômes. Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle est détectée lors d'un examen de routine chez son docteur. Donc tu vas aller chez ton docteur, il va mesurer ta pression artérielle et se rendre compte que tu es hypertendu. Mais si tu es une personne qui n'a pas l'habitude de consulter un médecin pour l'examen de routine, c'est bien possible que tu sois même déjà hypertendu, surtout si tu consommes des cubes sans le savoir, étant donné que l'hypertension artérielle évolue très souvent sans symptômes. Elle ne cause pas de symptômes. Tu es là, tu te sens en santé alors que tu es hypertendu. Et d'ici 10 ans, tu auras des problèmes de rein, insuffisance rénale, tac. Et c'est comme ça que tu vas te dire, où est-ce que cette maladie sort? Je me sentais en santé et maintenant on me dit que j'ai une insuffisance rénale, c'est impossible, ci et ça. C'est vraiment important d'aller chez son docteur régulièrement pour mesurer sa tension artérielle et aussi pour contrôler sa santé, pour se rassurer qu'on est bien effectivement en bonne santé. Donc si toi, tu n'es pas allé chez ton docteur récemment pour le contrôler, tu n'as aucune garantie que tu n'es peut-être pas hypertendu, surtout si tu consommes plus de 5 grammes de sel par jour. Après avoir vous raconté tant de choses sur les dangers de la consommation des cubes et aussi le danger d'un apport excessif de sel au corps humain, vous vous demandez sûrement, mais c'est un tiche. On va alors faire comment pour assaisonner nos plats? On doit maintenant manger des repas fades sans sel? Non, pas du tout. Pas du tout. Rends-toi compte que c'est bel et bien possible de manger de plats délicieux sans faire recours à ces différents cubes-là. Et la prochaine vidéo que je publierai parlera de ce sujet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment tu peux procéder pour assaisonner ton lait, ta sauce graine, et encore quoi? Ton haricot sauté. Bref, tous ces différents plats que tu consommes régulièrement. Donc, si le sujet t'intéresse et si tu aimerais savoir comment est-ce que je procède et aussi comment mon invité procède, car je ne serai pas seule dans cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater cette notification. Je t'invite aussi vraiment à partager cette vidéo avec tous tes contacts. Je dis bien tous tes contacts, tout simplement parce que je sais que la consommation des cubes est vraiment présente dans la communauté africaine. Et j'aimerais vraiment que ces personnes soient au courant de ce danger qu'ils prennent, du risque que représente la
la consommation excessive de sel pour leur santé. Sinon, on se dit à très bientôt d'ici quelques jours pour la nouvelle vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Bye! Si. On appelle ça, le nom en français. Ici, ils appellent ça le cube jaune. Exactement. Ici, on appelle ça condiment jaune. Oui. Et c'est une poudre pour assaisonner et elle se présente un peu comme ça. Sandra, comment est-ce que toi tu fais pour assaisonner tes plats aujourd'hui sans utiliser les cubes Maggi ou bien d'autres poudres?